Bonjour à tous, on est en live normalement sur LinkedIn. Bonjour Cyrielle, est-ce que tu m'entends bien? C'est toujours bon de ton côté? Bonjour, je t'entends très bien et j'espère que tout le monde m'entend bien aussi. Bon, super. Écoute, tout semble parfait en tout cas. Merci Cyrielle de nous rejoindre pour ce webinaire. On va parler éco-conception, accessibilité, sobriété numérique. On va laisser les gens se connecter petit à petit en live sur LinkedIn. On avait plus de 170 inscrits. Donc, merci à tous de montrer de l'intérêt pour ce sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter directement l'événement. Moi, je les vois en direct et on les traitera à la fin, du coup, avec Cyrielle. L'idée, c'est que ceux qui ont un temps assez court puissent profiter du webinaire. Ceux qui peuvent rester un peu plus longtemps pour qu'on réponde aux questions, surtout, n'hésitez pas. Et parce qu'on pose systématiquement la question, le live sera disponible en replay, évidemment, à la fois sur LinkedIn, mais aussi sur YouTube. Donc, pas de panique, si vous devez partir un peu plus tôt, il n'y aura pas de problème pour consulter ce contenu par la suite. On va rentrer dans le vif du sujet. Avant ça, je vais me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Julien. Je suis le cofondateur de Modo, qui est une agence digitale nantaise. Ça fait plus de 11 ans maintenant que j'ai mon agence digitale. On accompagne les TPE, les PME, les ETI dans leur communication digitale à travers différents leviers, la création de sites, qui est à peu près plus d'un tiers de notre activité, toutes les actions de web marketing, donc tout ce qui va être SEO, SEA, social media et rédaction de contenu, et puis un dernier volet qui est plutôt basé sur la formation, qui permet à nos collaborateurs, aux clients et aux collaborateurs de nos clients de monter en compétence sur différents sujets. Voilà pour la rapide présentation de Modo. Cyrielle, est-ce que je te laisse te présenter aussi ? Allez, rapidement. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis Cyrielle, je suis associée chez Lysio. Lysio est situé plutôt sur la région sud-ouest, du côté de Castres. Et depuis 2017 déjà, on accompagne nos clients sur le chemin de l'inclusion et de la sobriété numérique. On développe des solutions et des services qui vont améliorer l'expérience, l'accueil de tous vos internautes et qui vont leur permettre d'adapter vos sites internet en fonction de leurs besoins, de leurs attentes, que ce soit du handicap, qu'ils soient seniors, qu'ils soient éloignés du numérique dans des zones à faible débit ou parlant une langue étrangère. On va pouvoir les accueillir et leur permettre d'avoir accès à toutes vos informations. Trop bien. Écoute, merci pour l'introduction. Je suis vraiment hyper content de faire ce live, de faire ce webinaire. Le sujet de l'accessibilité, c'est un sujet qu'on a en toile de fond évidemment chez Modo depuis longtemps puisque on fait du site internet. Donc, alors on verra que c'est pas que ça l'accessibilité, mais il y a un point important là-dessus. Et puis d'éco-conception, nous ça fait à peu près un peu plus d'un an et demi qu'on a vraiment pris à cœur le sujet chez Modo. C'est pas encore parfait. On essaie de sensibiliser nos clients, on essaie de faire la R&D de notre côté, de progresser là-dessus. Donc évidemment, il y a plein de bonnes pratiques aussi à partager. Du coup, je suis ravi de t'accueillir parce que tu es un peu cette garante qui a plus cette expérience et qui va pouvoir être critique, donner déjà des bonnes pratiques. Et c'est ça aussi qui intéresse souvent nos clients. On va rentrer dans le vif du sujet. Je voulais démarrer par partager en fait quelques chiffres qui me semblaient pertinents, alors qu'on a déjà évoqué évidemment les jours précédents avec Cyrielle. Mais il y a des chiffres effectivement qui me semblent intéressants et que je vais vous partager à l'écran dans la foulée. On va en voir quelques-uns. Les premiers chiffres, effectivement, c'est en termes d'impact. Je les commente ici, je les annonce ici et bien sûr, je te laisserai les commenter par la suite. Typiquement, aujourd'hui, on a 12 millions de personnes en France qui sont en situation de handicap moteur, cognitif, visuel. Ça, c'est les chiffres que tu m'as donnés. 80% sont des handicaps qui ne sont pas forcément visibles. On a 21% des Français qui disent rencontrer un frein matériel dans l'utilisation du numérique. Et puis une dernière stat qui est que 50% de la population a des difficultés de lecture, typiquement sur ces contenus web. En fait, quand on lit ça, je trouve que c'est assez effrayant. C'est-à-dire que typiquement, oui, on sait qu'il y a des problèmes d'accessibilité, mais je trouve qu'on ne mesure pas, tant qu'on n'a pas vu ces chiffres, l'impact que ça a en fait sur le quotidien de millions de personnes. Et typiquement, toi, de ton expérience chez Lysio, quand est-ce qu'on vient vous chercher? À quel moment, effectivement, un client va venir vous chercher? Est-ce qu'il y a des schémas un peu qui se répètent au moment où ils viennent vous solliciter et solliciter votre expertise? Alors oui, ces chiffres sont assez impressionnants et surtout, en fait, les entreprises qui vont s'engager sur le chemin de l'accessibilité et de l'inclusion,
et qui vont prendre conscience de toutes les difficultés que peuvent rencontrer leurs internautes vont venir vers nous à partir du moment où effectivement leur souhait est de communiquer avec tous, puisque le site internet est la première porte d'entrée qu'on peut avoir pour rentrer dans une entreprise. Et si vous faites partie au moment ou à un instant T d'une personne sur deux qui peuvent rencontrer des difficultés pour avoir un accès, parce que c'est un moment pas fait comme un autre, où vous captez pas très bien et qu'il vous faut pouvoir quand même aller chercher l'information, on sensibilise nos clients sur cette thématique, et c'est à partir de ce moment-là que on va s'ouvrir et se dire comment je peux accueillir au mieux mes clients sur mon site internet. Et outre tous ces freins liés au numérique, quelles solutions on peut apporter, et on va pouvoir l'apporter par différentes manières, soit dans la conception de site avec toi, Julien, soit avec Lysio dans la partie accueil avec le widget Lysio. Ouais, on va en reparler après. On va voir que l'accessibilité, c'est évidemment pas qu'une question de site web. Dans un monde parfait, c'est quelque chose qui doit être réfléchi bien en amont. Mais effectivement, je voulais démarrer par ces chiffres qui sont un peu choquants, si je peux employer le terme, et un peu pareil sur tout ce qui va être les sujets d'éco-conception ou d'impact. Aujourd'hui, l'impact carbone du web est supérieur à celui du trafic aérien mondial et double tous les 4 ans. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'impact typiquement de l'aviation, des transports, mais le web a aussi son rôle à jouer, un rôle très important. Et typiquement, en 2025, l'impact carbone du web est équivalent à celui du trafic aérien mondial. C'est vrai que quand on lit ça, tout de suite, on se dit que c'est énorme, puisque dans les médias aujourd'hui, c'est plutôt ce trafic aérien mondial dont on parle. Même si je pense qu'on parle de plus en plus quand même de l'impact effectivement carbone du web ou du numérique au sens plus large. Doué, tu voulais compléter, tu voulais dire quelque chose? Oui, j'allais juste dire qu'un des chiffres qu'on connaît peut-être un peu mieux, mais qui pour moi est tout aussi impactant, c'est que si le web était un pays, il serait le 3e pays mondial, derrière la Chine et les États-Unis. Et on se dit, on sait à quel point les États-Unis et la Chine sont impactants pour la planète, et il serait le 3e pays. Donc, il y a vraiment des actions à mener pour se sensibiliser et avancer sur cette thématique. Ouais, je vais te poser la question du coup, mais c'est quoi les impacts en fait environnementaux qui sont liés au web? Qu'est-ce qui fait que effectivement une présence digitale va impacter significativement la planète? Du coup, il y a toute la partie stockage, bien évidemment, là où on va choisir de stocker ses données, son site internet, de s'héberger. Là où on va déjà avoir un fort impact, puisqu'on sait aujourd'hui qu'un data center, entre les serveurs, la façon de refroidir les serveurs et autres, va avoir son impact principal, bien qu'aujourd'hui les serveurs soient de meilleure qualité et que l'impact des serveurs soit bien moindre que ce qu'on peut imaginer. Mais il y a aussi surtout toute l'information qui va transiter dans les tuyaux, dans la fibre, forcément, tout ce qu'on va pouvoir télécharger comme information. Quand on va sur un site internet, quand on regarde une vidéo, toute l'information fait environ 15 000 km avant d'arriver dans notre poche, sur notre mobile ou sur notre PC. Et tout ça fait que ça a un impact global de façon énergétique, de façon matérielle avec la fibre et les serveurs, et puis sur la partie collecte d'infos également. Ouais. Et il y a un chiffre que tu m'as partagé et que je trouvais super intéressant, c'est qu'un site web génère en moyenne donc 4,61 grammes de CO2 par page consultée. Pour donner un ordre d'idée, c'est environ 70 litres d'eau, 25 km en voiture. Et effectivement, on a quasiment 2 milliards de sites web qui sont en ligne aujourd'hui. Donc, ça montre bien l'impact finalement que va avoir chaque présence digitale ou chaque page de site internet. Chaque clic qu'on peut faire au quotidien. Ouais. C'est aussi à nous, en tant qu'utilisateurs, je pense qu'on doit être aussi sensibiliser, de se dire que chaque clic qu'on fait peut être important, chaque recherche qu'on fait sur un moteur de recherche consomme, et il est important d'avoir des bonnes pratiques aussi sur cette partie-là, ne serait-ce que d'utiliser ses favoris, c'est hyper important, parce que qu'est-ce qu'on en fait des recherches par jour? Ouais, c'est clair. Il y a quelque chose qui vient assez régulièrement, en tout cas nous on le voit chez Modo, tous ces sujets tu vois d'accessibilité, d'éco-conception, c'est quelque chose qui est très tendance, c'est peut-être pas le bon terme, mais c'est un peu ça. Nous on le voit systématiquement dans
les cahiers des charges, quand on a un cahier des charges, ce qui n'est pas toujours le cas, mais les projets, il y a toujours un moment glissé. Alors, ça peut être juste une phrase ou ça peut être un paragraphe un peu plus détaillé. Souvent, le paragraphe a été fait avec ChatGPT, mais bon, peu importe, qui parle d'éco-conception ou d'accessibilité. Nous, la façon dont on le ressent aujourd'hui, c'est que c'est tendance, c'est dans tous les projets, mais dès qu'on doit passer du temps, dès qu'on doit les challenger, jusqu'où vous êtes prêt à aller, c'est quoi les compromis que vous êtes prêt à faire, est-ce que vous êtes posé telle ou telle question, là, il n'y a plus beaucoup de répondants, en tout cas dans le secteur privé, pour la plupart des clients qu'on peut accompagner, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Est-ce que toi aussi, tu as ce même ressenti, cette même perception ? Oui, c'est un sujet aujourd'hui qui n'est pas forcément prioritaire. Alors peut-être un peu plus la partie éco-conception que l'accessibilité. Tant qu'on n'a pas les chiffres de sensibilisation sur l'accessibilité, on a toujours l'impression qu'il y a 2-3 personnes qui ont besoin que ce soit mieux. Mais sur la partie éco-conception, il y a effectivement, en fonction de l'engagement de l'entreprise, de ses engagements RSE. Aujourd'hui, c'est là où je pense que l'entreprise doit mieux formuler ses attentes. Que ce soit en termes d'éco-conception ou d'inclusion numérique, on peut avoir des indicateurs hyper intéressants. Et c'est plutôt là où on doit se dire, si ma stratégie d'entreprise, elle est de communiquer via Internet parce qu'il y a un fort intérêt, parce que mes internautes vont me trouver là, il faut également que je puisse montrer ces engagements en termes d'éco-conception et donc faire des choix effectivement qui sont parfois de changer une charte graphique, jusqu'à changer une charte graphique pour la partie accessibilité et jusqu'à alléger le poids des images sur la partie éco-conception. Et donc, il faut effectivement, faut que ce soit bien amené par la gouvernance de l'entreprise, que ce soit vraiment posé sur la stratégie globale. Ouais. Nous, souvent, ce qu'on constate, c'est que voilà, cette tendance de fond, donc on l'identifie, elle est notée, mais de là à avoir des actions concrètes, c'est là où c'est beaucoup plus compliqué. Ce qui ressort souvent de notre côté, c'est de se dire, OK, si je prends des décisions fortes sur l'éco-conception, sur l'accessibilité, j'ai peur d'avoir une présence qui soit moins performante. Souvent, ils n'ont pas d'informations en fait sur le sujet, donc c'est quelque chose d'un peu nébuleux, mais en fait ils n'ont pas d'informations, ils se disent ouais c'est compliqué en termes de process à mettre en place, ça va rajouter du délai sur la livraison de mon site, ça va rajouter des coûts et j'ai pas envie de ça. Ou parfois c'est très contraignant. Ah bah non, mais on a une super vidéo en 4K et compagnie, il faut qu'on l'exploite. Ou bah non, mais on vient de refaire notre charte graphique, on va pas la refaire à ce moment-là. Donc ils mettent ça un peu sous le tapis en disant bon, on verra plus tard. Nous, c'est un peu les retours qu'on va avoir de nos différents prospects aux clients qui nous sollicitent sur ces sujets. Je pense que c'est un chemin qu'on doit faire pas à pas. C'est vrai que c'est très difficile de faire tout en même temps. Par contre, par rapport aux souhaits ou aux besoins en termes de visibilité, d'engagement, de SEO et autres, l'accessibilité et l'éco-conception sont des super chevals de Troie. Vous allez pouvoir, avec des bonnes pratiques de l'éco-conception et de l'accessibilité, pouvoir améliorer vos résultats en SEO, être beaucoup mieux référencés. Les robots sont de mieux en mieux formés pour aller chercher justement toutes ces bonnes pratiques d'accessibilité, la légèreté d'un site, la rapidité de chargement. Donc, mieux vous répondrez à ces attentes-là et mieux vous serez référencé derrière. Donc, il y a vraiment en plus un enjeu business, pour parler clairement derrière aux entreprises, de référencement. Et donc, en plus, si on est bien visible et qu'on a 30 ou 40% des personnes qui finalement ne vont pas jusqu'au bout de la démarche parce qu'au niveau accessibilité, c'est bloquant, c'est dommage d'avoir investi. Donc, autant aller jusqu'au bout de la démarche et quitte à être visible, autant être accessible. Et tout va ensemble. C'est hyper vertueux. Et c'est pas pas moins cher, pas plus cher. Ça peut parfois être effectivement plus contraignant. Il y a aussi tout ce temps de formation, de montée en compétences de chacun, que ce soit aussi des contributeurs qui doivent participer, parce que quand effectivement tu te dis on a une superbe image hyper HD, qu'on n'a pas envie de la redimensionner, l'impact il est là, il vient pénaliser le temps de chargement et il vient pénaliser une personne qui a besoin, et si vous n'avez pas mis de texte alternatif en plus, il vient pénaliser une personne qui vient chercher l'info. Ouais. Donc il faut vraiment aussi avancer pas à pas. Il faut ce petit déclic qui fait que petit à petit on va s'auto-contrôler sur ce point-là. Ouais, on en reparlera un peu plus tard tout à l'heure sur effectivement ce sujet de performance. Quand on discutait hier, avant-hier, quand on préparait le webinaire, tu me disais aussi que ça soit l'accessibilité, l'éco-conception, en fait, ça doit être intégré dans le pilotage de la stratégie au sens plus large et pas uniquement
d'un point de vue Oui, comme tu disais, la gouvernance. opérationnel. Ouais, au La niveau gouvernance doit vraiment être embarquée. Si vous êtes le seul en tant que responsable communication à devoir gérer toute cette partie-là, derrière que vous n'avez pas l'appui de la DSI, que vous n'avez pas l'appui de votre direction, parce que il va falloir aller chercher quelques fonds pour se former, avancer, avoir des sites qui soient maintenus aussi pour répondre à ça. Il faut vraiment que ce soit écrit dans la stratégie de l'entreprise, mais aujourd'hui, dans une entreprise qui s'engage sur la RSE ou qui a ses obligations de CSRD, vous ne pouvez que en fait dire aller chercher de cette stratégie numérique qui doit aller s'engager sur la responsabilité globale de l'entreprise. Ouais, ok. Écoute, merci déjà pour cette première introduction. Je voulais qu'on parle un peu plus du cadre légal, effectivement, ce que dit la loi, parce que alors, notamment en ce moment sur l'accessibilité, il y a une loi qui passe, en fait, qui existe déjà. Enfin, tu vas nous en dire peut-être un peu plus là-dessus. Mais j'aimerais effectivement que tu nous en parles un peu plus. Qu'est-ce que dit la loi par rapport à l'accessibilité numérique? Qui est vraiment concerné? Ça veut dire quoi concrètement? Quand est-ce que ça va être mis en place? Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail? Alors, je vais essayer de faire concis. C'est un sujet qui pourrait prendre des heures. La loi de l'accessibilité aujourd'hui, elle existe depuis 2005. Ça, c'est clair, on en est à la 20e année. L'accessibilité numérique était inclue dans la loi d'accessibilité globale de 2005. À ce moment-là, il ne se passe pas grand-chose sur l'accessibilité numérique, d'autant plus que Internet, on n'en était pas encore à ce qu'on en est aujourd'hui. Donc, du coup, se passe quelques années et en 2012, s'inscrit un peu plus l'accessibilité numérique avec la rédaction du RGAA, Référentiel général d'amélioration d'accessibilité, qui est une déclinaison des WCAG, qui est une déclinaison mondiale des attentes et des bonnes pratiques de l'accessibilité. Et à partir de 2019, les collectivités et les entreprises de plus de 150 millions de chiffres d'affaires se devaient de auditer et afficher le résultat de cet audit sur le site et de dire comment ils allaient faire pour améliorer cette accessibilité. En 2023, fin 2023, début 2024, nouvel enclenchement, ces mêmes entreprises et collectivités avaient en plus une obligation de résultat. C'est-à-dire que si elles ne sont pas totalement conformes, donc répondent totalement à tous les critères du RG2A, elles avaient une obligation de s'y mettre en conformité. Et 1 an et demi plus tard, 28 juin, donc d'ici 2 jours, se met en place l'European Accessibility Act. Donc là, c'est une demande de l'Europe de rendre de plus en plus le numérique accessible. Et là, on parle de hard et de soft. Donc, il va y avoir les sites internet, mais aussi tous les PC, les mobiles, les distributeurs automatiques de billets, les distributeurs de billets pour la SNCF. Enfin bref, tout le monde va devoir se mettre, les liseuses aussi, va devoir se mettre aux normes de l'accessibilité. Et sur les sites internet, ce sera les entreprises de plus de 10 salariés et ou 2 millions de chiffres d'affaires qui vont devoir faire le nécessaire pour se rendre accessible. On attend un peu plus les détails sur la partie pénale française, puisqu'aujourd'hui, ça n'a pas été encore voté. En tout cas, on sait que la DGCCRF fera les contrôles à partir du 28 juin, sachant que ce qui est attendu au 28 juin, c'est que tout nouveau service ou site internet qui sera mis en ligne soit accessible. Accessible, c'est-à-dire répondant à 100% des critères du RG2A, ou niveau AA des WCAG au niveau européen. Ok. Et ça, c'est pour tout nouveau site. Les sites qui sont déjà en ligne et qui répondent à cette attente auront 5 ans pour se mettre en conformité. Et il y a un focus aujourd'hui, surtout sur les sites B2C, donc de professionnels à clients finaux, particuliers, et surtout aussi sur la partie sectorielle du e-commerce, du transport, des médias et des services bancaires. Ok. Donc pour résumer, là je parle plutôt sur le secteur privé, mais j'ai une entreprise, j'ai plus de 10 collaborateurs, je fais plus de 2 millions de chiffre d'affaires. En B2C, j'ai un projet de lancer un site d'ici 6 mois, il faut que je m'y mette, c'est d'un point de vue légal, ça fait partie.
ça fait partie à 100% des attentes de l'EAA. Et d'ici là, en plus, on saura ce qu'on risque de ne pas le faire. Ok. Et du coup, sur les sites existants, tu disais qu'il y a 5 ans pour se mettre en conformité vis-à-vis des critères. Exactement. Ok. L'idéal étant déjà de se sensibiliser, de regarder les bonnes pratiques qui sont sur son site Mhm. et d'afficher qu'on va faire quelque chose dans les prochains mois ou dans les prochaines années en cas de refonte. Surtout si vous êtes à quelques mois d'une refonte d'un site internet, prenez-le tout de suite en compte, Mhm. mais ne retravaillez pas le site actuel. Il n'y a pas forcément de raison Ouais, ok. Et de le faire. qui est responsable? On a eu un peu il y a quelques mois, quelques années, il y a eu le passage de Google Analytics à Google Analytics 4, etc., qui a fait peur à tout le monde, les agences, les clients, on va perdre de la donnée, non, comment on fait, est-ce que c'est conforme, pas conforme? On envoie de la donnée aux États-Unis, on contrôle plus rien, c'est la panique. Bref, si on se met pas en conformité, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un peu ce ressenti aussi. On voit des clients ou des prospects qui voilà, sont un peu en panique. La loi tombe, enfin la loi, elle existe depuis longtemps, mais il y a une nouvelle législation qui arrive. Qui va être responsable? Est-ce que le prestataire, typiquement une agence comme nous, est tenu d'être responsable de la mise en conformité? Est-ce que c'est le commanditaire, le propriétaire qui doit s'assurer que c'est fait? Est-ce qu'un prestataire, qui soit freelance, agence, peu importe, peut faire signer une charte pour se déresponsabiliser si le client n'a pas voulu prendre en compte les recommandations? Est-ce que là-dessus, toi, tu as un œil aussi un peu avisé sur le sujet? En tout cas, ce que dit la loi, c'est que la totale responsabilité revient au propriétaire du site ou à l'acheteur de l'application, du logiciel. D'accord. On parle là de site internet, mais tout est valable. C'est-à-dire que chaque logiciel avec lesquels vous travaillez se doivent aussi d'être accessible en termes d'internes et de collaborateurs. Il faut que ce soit accessible. Ok. Donc le responsable est l'entreprise qui achète et donc ne peut pas se déresponsabiliser. Après, sur qui contrôle et qui conseille, aujourd'hui, forcément, l'agence doit être force de proposition et de conseil et doit essayer au maximum de tirer son client vers l'accessibilité numérique, mais il ne sera jamais tenu pour responsable, puisque le client a aussi sa charge de travail dans l'accessibilité. Mhm. Comme je disais tout à l'heure, en termes d'accessibilité, si les contributeurs du site ne suivent pas les bonnes pratiques de l'accessibilité, le site ne pourra jamais être totalement accessible. Donc, on a toute cette partie et le point principal, c'est que l'acheteur soit au courant. Et après, sur la partie audit, pardon, c'était là la question, c'est ça peut être un prestataire externe qui le fait, mais ce n'est pas une obligation. Les audits peuvent être tout à fait réalisés en interne ou par les agences. C'est au choix du propriétaire du site, enfin de l'acheteur, qui souhaite soit se dire je veux un tiers externe pour valider ou je fais confiance à mon prestataire pour le faire. Ouais, ok. Ok, très bien. Et si on parle un peu plus d'éco-conception, est-ce que sur l'éco-conception, on a une loi, une obligation légale qui existe sur des sites internet qui peuvent être livrés? Alors, il y a une loi aujourd'hui sur les collectivités, la loi Rennes qui existe et qui est donc la loi Rennes sur l'éco-conception du numérique, des services numériques, et entre autres aussi les économies circulaires. Il y a énormément de choses dans cette loi Rennes, donc c'est REEN, et qui impose ces réflexions d'éco-conception, de choix de prestataires prêts à répondre à l'éco-conception, et ça marche pour le numérique, mais aussi pour tous les choix de la collectivité, et qui s'appuie pour le numérique sur le RGESN, donc le référentiel général d'éco-conception des services numériques. Aujourd'hui, il n'y a pas, pour les services privés, il n'y a pas de loi sur ce cadre-là. Il n'y a que des bonnes pratiques et des préconisations. On sait que ça va évoluer, hein, faut pas se voiler la face. Maintenant, sur cette partie-là, il n'y a pas, même sur les collectivités, c'est pas encore parfaitement mis en place. En tout cas, il y a là aussi une très forte attente du conseil de l'agence pour là aussi permettre au client final de savoir comment éco-concevoir son site. Ouais. Est-ce que tu penses qu'à un moment, il y aura une loi un peu plus... bon, là, on est vraiment
dans l'hypothèse, mais dans les années à venir, est-ce qu'il y aura, je ne sais pas, une réforme qui tombe en disant, bah voilà, un site doit faire, ou chaque page doit faire moins de tant de grammes de CO2 sur chaque clic. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est envisageable ou est-ce que c'est des choses qui peuvent être un peu utopiques ou un projet comme Jean Covici qui dit qu'on a le droit qu'à 4 vols dans toute sa vie? Est-ce que ça, un jour, tu penses que ça peut arriver? Alors, j'espère que non. Alors, j'espère qu'il y aura une réforme pour qu'on puisse suivre et mettre en œuvre des bonnes pratiques d'éco-conception. J'espère que non sur ta première remarque de faut que chaque page pèse moins de temps. On sait aujourd'hui que communiquer, ça a un impact, quoi qu'il en soit. Et on a des secteurs avec lesquels on travaille beaucoup et qui ont besoin de communiquer par l'image. Il n'y a pas le choix. Par contre, nous, ce qu'on demande à nos clients, c'est de vraiment réfléchir aux bonnes pratiques et d'éviter, comme je disais tout à l'heure, de mettre une image 4K là où il n'y a pas besoin. Par contre, que l'image soit là, ça reste important. Et si demain, on dit chaque page doit faire moins de 1 gramme, il va falloir supprimer ou démultiplier le nombre de pages et donc de stockage, ou supprimer la moitié des informations qu'on doit dire. Et aujourd'hui, ce n'est pas possible. Tout comme aujourd'hui, si on voulait faire rentrer un dictionnaire dans un livre de poche, on n'y arriverait pas, parce qu'on a quelque chose à dire, et si on le dit, c'est qu'on a besoin de le dire. Donc, il va falloir trouver ce juste milieu sur l'éco-conception. Il y a encore beaucoup de réflexions à avoir, mais effectivement, j'espère qu'il y aura une réforme à un moment ou un autre pour éviter d'avoir des sites qui sortent des pages énormes, qui de toute façon, qu'on n'arrive pas à ouvrir dès qu'on n'est pas en 5G. Là encore, c'est pas possible de façon globale. Même si en France, on est plutôt bien desservi, c'est pas encore le cas global, quoi. Ouais. Ok. Et du coup, par où on commence? C'est-à-dire que, il y a plein de choses. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont envie de faire mieux. Mais si on prend le sujet de l'accessibilité, est-ce que tu as une petite un peu méthodo? Je démarre, ok, c'est quoi les questions à me poser? Qu'est-ce que je dois aborder comme sujet dans ma réflexion? Le premier point, il est clairement de se sensibiliser. Déjà, c'est cool, vous êtes au bon endroit. C'est vrai, il y a un vrai point déjà de se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, jusqu'où j'ai envie d'aller, quelles sont effectivement les concessions que je suis prêt à faire pour aller sur l'accessibilité. Et il y a effectivement la loi d'un côté, mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter qu'à ça. Il y a aussi la stratégie de l'entreprise, les valeurs que peut avoir l'entreprise et ce qu'elle veut faire passer. Une fois qu'on s'est posé sur ces questions-là, il y a où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Est-ce que j'ai déjà un site internet et est-ce que je vais en faire quelque chose de mieux? Est-ce que je vais refondre mon site internet et comment je vais le rendre plus accessible? Et en fonction de ces schémas-là, on va se dire, on va consulter, rechercher une agence qui a les mêmes valeurs que nous, qui va pouvoir nous aider et nous conseiller sur ce point-là. Et puis, on va avancer petit à petit sur le chemin de l'accessibilité. Et puis, passer par un audit, à un moment ou un autre, pour se dire, OK, où est-ce que j'en suis sur la partie accessibilité? Sur la partie éco-conception, il va falloir mesurer, se dire, OK, pareil, est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que j'ai pas mis trop de choses sur mon site? Est-ce que vraiment tout le monde en a besoin? Est-ce que c'est accessible à tous aussi, entre parenthèses? Donc voilà, il y a tous ces choix qui vont venir petit à petit. On va auditer, et puis, en fonction des résultats de l'audit, on va prendre le temps, en fait. Forcément, être aujourd'hui totalement conforme, c'est l'idéal, mais on sait aussi que tout n'est pas baguette magique. En plus, les outils baguette magique n'existent pas. Petit spoil, ça n'existe pas. Ne cherchez pas l'outil merveilleux qui fera de votre site un outil éco-conçu, hyper léger et en plus accessible. Non, ça passe par vous, ça passe par la conception, ça passe par l'agence, ça passe par un ensemble de personnes. Donc, le point déjà est vraiment de s'avancer petit à petit sur ce point-là, se former. Aujourd'hui, il y a de très bonnes formations pour les contributeurs. Ça prend pas énormément de temps, ça prend une journée et ça permet vraiment de se sensibiliser, de savoir faire des PDF accessibles, de savoir concevoir, garder son site accessible. Il y a aussi des formations pour les développeurs, bien évidemment, mais c'est ce premier pas qui va permettre d'avancer sur l'accessibilité. Ok.
Et en termes d'éco-conception, on aime bien parler à l'agence du triptyque poids du site, hébergement, trafic, parce que souvent, on va avoir des clients qui sont très orientés poids du site. Donc, ça va être effectivement passer dans Eco-Index et de se dire ça va ou ça va pas et d'avoir une note et de s'arrêter à ce premier degré de lecture. Mais ce qu'on essaye de faire comprendre à nos clients ou à nos partenaires parfois, c'est OK, le poids du site a un impact, l'hébergement, tu en as parlé en introduction, et aussi le trafic du site. C'est-à-dire un trafic qui génère des millions de visiteurs chaque mois ne va pas du tout avoir le même impact qu'un trafic qui génère quelques centaines ou quelques milliers de visiteurs. Et pour autant, quand on en parlait justement hier ou avant-hier, tu le disais de façon très juste, chaque site, peu importe son trafic, peu importe sa taille, doit contribuer à l'effort de guerre. C'est pas le bon exemple en ce moment, mais mettre sa pierre à l'édifice, j'ai envie de dire, parce que si on prend l'exemple d'une tour à la Défense avec toutes les lumières allumées toute la nuit ou un bureau indépendant avec la lumière allumée toute la nuit, évidemment, c'est pas le même impact, mais plus on va être nombreux en fait à faire cet effort et plus on va avoir un impact sur le long terme. Exactement. Il y a le quotidien qu'on peut avoir dans nos bonnes pratiques pour pouvoir se dire je limite mon impact au titre de mon entreprise et donc du coup je vais faire attention. Et puis il y a aussi effectivement le regard qu'on va tourner sur les grandes entreprises qui génèrent des millions de visites et donc des tonnes d'impact et qui vont devoir elles beaucoup mieux travailler sur l'éco-conception, encore plus jusqu'au bout. Et puis, il y a toutes les économies qu'on peut aller chercher. Hein. Il ne faut pas oublier que l'éco-conception aussi, il y a un peu éco, même si c'est environnemental qu'on vient derrière, mais il y a aussi des économies à aller chercher. Forcément, dans une petite structure, les économies ne seront jamais les mêmes que dans une grande structure, mais tout ce qu'on ne dépense pas, c'est toujours mieux dans l'entreprise. On est tous assez convaincus de ça, même à titre personnel. Et donc, juste pour une petite comparaison, enfin petite entre guillemets, la première année que Pôle emploi a instauré de faire éteindre les ordinateurs à leurs 63 000 collaborateurs, ils ont économisé 1 million d'euros d'énergie. Ouais. Donc, quel impact réduit déjà, mais en plus derrière, c'est génial au niveau budgétaire. C'est vrai que le chiffre est dingue. Le chiffre est dingue. Quand on me l'a partagé, je l'avais mis du coup sur une slide là, que je partage aussi. C'est fou l'impact économique que ça peut avoir. Et on s'en rend pas compte parce que c'est vrai que sur des structures de 10, 15, 20, 100 salariés, on a l'impression que c'est rien. Mais au cumul, en fait, finalement, chaque geste qu'on va avoir en termes de bonnes pratiques, parce que finalement, on se dit oui, éteindre un PC, c'est pas une bonne pratique d'éco-conception. C'est une bonne pratique de cycle de vie pour son PC. L'éteindre, c'est très bon pour sa batterie, c'est très bon pour les mises à jour, c'est très bon et ça va permettre d'avoir une durée de vie plus longue et donc du coup on va avoir un impact de conception qui sera bien moindre. On le sait aussi, l'impact du numérique, c'est pour 70% la fabrication du matériel. Et donc ce matériel, si on peut le durer 5 ans au lieu de 3, on réduit autant l'impact. Ouais. C'est pour ça que j'avais mis ce chiffre-là, parce que pour moi, c'était important de se dire que chaque petit geste en entreprise va servir, comme quand, je te le disais aussi, il y a 20 ans, quand on a commencé à trier nos bouteilles en plastique, on se disait ça va, une bouteille en plus, une bouteille en moins, c'est rien. Maintenant qu'on est 70 millions à trier nos bouteilles, on se rend compte que c'est pas rien quand même. Le recyclage peut vraiment être fait. Et donc, si demain, toutes les entreprises font les actions de réduire l'impact de leur site internet, forcément que ça sera bon pour la planète et bon pour nous. Ouais, bien sûr. Ok. Et quand on parle aussi, alors là sur le sujet éco-conception, c'est pareil, c'est un discours qu'on a pas mal au sein de chez Modo. Et quand on parlait de ce triptyque, poids du site, hébergement, trafic, tu l'as dit aussi, c'est ne pas s'arrêter au développement web, parce que avoir un site internet qui effectivement soit optimisé, soit léger, soit performant aussi en termes d'accessibilité, c'est très bien. Mais typiquement, on peut aller plus loin aussi dans les activations digitales. Des campagnes SEO, SEA, social media, etc. Le fait de mieux cibler, le fait de se dire ok, j'ai du budget, mais je suis pas obligé de travailler tous les mots-clés parce que je vais générer du trafic qui va pas être qualifié.
pareil sur du contenu, au lieu de faire des campagnes de pub avec à chaque fois des vidéos lourdes, etc., bah, j'évite de faire de la vidéo et je fais peut-être des visuels ou je trouve d'autres idées. Bah, ça aussi, en fait, c'est un impact et c'est une réflexion qui est plus globale et qui ne se limite pas juste au développement d'un site web. Oui, c'est important de ne pas se diluer, en fait, de se dire, OK, quels sont et là encore, hein, les objectifs finaux que je peux avoir dans le terme de mes économies et de ce que je veux transmettre comme message à mes utilisateurs, certes, mais finalement à mes collaborateurs aussi, parce que ça permet aussi de se dire, si on fait les efforts dans l'entreprise de mettre en place des actions responsables, bah, autant que notre numérique soit aussi responsable. Et jusqu'au bout de la chaîne, on se pose toutes ces questions-là. Ouais. N'hésitez pas, hein, s'il y a des questions à les poser du coup directement dans les commentaires. J'en ai vu une ou deux passer, donc n'hésitez pas, on les prendra à la fin. On parlait aussi, Cyrielle, quand on préparait le webinaire, tu me disais que l'éco-conception et l'accessibilité, en fait, c'est très lié. Dans la réflexion, le travail aussi sur la stratégie digitale. Donc, les deux, finalement, vont ensemble auprès d'un objectif commun de sobriété numérique. Exactement. On est dans un cercle hyper vertueux numérique responsable. C'est vrai que souvent, quand on entend les responsables, on n'entend que la partie éco et environnementale. Et finalement, responsable, c'est aussi permettre l'accès à tous. Et donc, dans ce point-là, le cercle vertueux est hyper positif, puisque que vous commenciez à travailler par l'éco-conception ou par l'accessibilité, l'objectif, finalement, c'est d'aller chercher une simplicité, une légèreté. Et dans les deux cas, bah, ça répond aux deux besoins de l'éco-conception et de l'accessibilité. Donc, vraiment, tout est ouvert, tous les schémas sont ouverts, toutes les attentes sont ouvertes sur ces deux points-là, et tout ça dans un point clé de votre politique RSE. Toi qui es dans le quotidien du coup sur ces sujets-là, est-ce que tu vois une évolution? Est-ce que tu vois une progression? Est-ce que tu arrives à avoir ces remontées de terrain qui dit ok, ça commence à prendre de plus en plus d'importance? Oui, il y a des fortes attentes. Après, tu l'as dit aujourd'hui, tu l'as dit au début, hein, il est encore difficile à chacun de faire toutes les concessions. En tout cas, il y a les attentes en termes de réglementation, bah forcément, puisque quand le couperet tombe, on se pose toujours plus de questions. Mais en fait, on se rend compte surtout, et probablement grâce à la RSE et la CSRD, que les valeurs de l'entreprise sont de plus en plus importantes et que les collaborateurs poussent pour que l'entreprise fasse les bons choix, et donc l'accessibilité, le handicap soit mis en avant, que l'entreprise fasse tous les efforts pour limiter son impact. Et donc finalement, on sent qu'il y a un vrai engouement, quelle que soit la taille de la structure ou sa typologie, ça va vraiment dans le bon sens. Et aujourd'hui, avec Lysio, on travaille avec des structures de 1 personne jusqu'à 40 000 personnes. Donc il y a vraiment cet engouement à toute taille. Ouais. Et c'est vrai que tu le disais tout à l'heure, on en parlait, mais il ne faut pas voir l'éco-conception, l'accessibilité comme quelque chose qui va à l'encontre de la performance. On en parlait. En fait, trouver les bons canaux de diffusion, les bons mots-clés sur lesquels se positionner, c'est travailler la performance, c'est d'être plus précis et donc forcément avoir un trafic de meilleure qualité. Donc c'est vraiment de voir ça comme une réflexion globale pour associer sobriété numérique, performance à la fois à l'externe, mais aussi en interne. Hier, tu m'as parlé d'un terme que je trouvais hyper intéressant et j'aimerais que tu réexpliques ça, mais c'est l'empathie numérique. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Je pense que tu parlais tout à l'heure de par où on commence pour se mettre sur le chemin de l'éco-conception ou de l'accessibilité numérique. Je pense que la première sensibilisation qu'on doit se faire, c'est effectivement cette partie empathie numérique. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais créer, concevoir, mettre en ligne quelque chose, je vais me mettre à la place de la personne qui va recevoir l'information. Et prendre ce recul. Alors en plus, quand je vais vous donner quelques exemples, vous allez vous dire que oui, effectivement, de toute façon, on est un peu tous touchés. Si à
à chaque poste que vous écrivez, vous dites, tiens, comment ma grand-mère va percevoir l'information avec sa vue qui baisse? Est-ce que c'est pas trop petit? Est-ce que c'est pas trop facile? Est-ce que c'est assez facile à comprendre? Est-ce que lorsque je vais mettre un nouveau sondage en ligne, est-ce que mon grand-oncle, qui malheureusement a Parkinson, va pouvoir cliquer parce que ça va pas être facile, la zone elle est petite. Est-ce que mon cousin qui est daltonien va percevoir, parce que là je vois que j'ai mis un rouge clair, un rouge foncé, est-ce que les contrastes seront assez bons? Et en fait, en prenant cette empathie numérique avec un peu de recul, est-ce que ma sœur qui est 10 va pouvoir lire l'information également? On va pouvoir en fait se mettre à la place d'eux. Et sur la partie éco-conception, est-ce que si tiens, je pars en voyage ce week-end au fin fond de l'Ariège et que j'ai besoin d'aller consulter votre site pour X ou Y raison, mais que je suis en 2G, est-ce que je vais pouvoir charger la page? Ça sent le vécu, ça. Un tout petit peu. Ouais, bien sûr. Ok. Et Non, c'est mais vrai, en fait, et quand on y pense, on connaît tous quelqu'un qui peut avoir une difficulté devant un numérique, devant un PC ou devant son mobile. C'est pour ça que c'est une personne sur deux qui a des freins, mais quand on ne se rend pas compte et qu'on ne prend pas ce recul, on n'arrive pas à se dire qu'il faut faire quelques adaptations pour permettre d'être beaucoup plus accessible. Et c'est pas grand-chose des fois. Est-ce que tu as ce discours, je l'ai vu passer dans les commentaires, mais comme quoi ça concerne beaucoup plus le B2C que le B2B? C'est-à-dire quand j'ai une Là, cible grand public, je suis beaucoup plus concerné par ces sujets qu'en B2B. malheureusement, oui. Mm. Parce que forcément, quand on parle d'expérience client, d'accueil, de pouvoir finalement aller chercher à la base, à la fin, un client, quand on est en B2B, en B2C, on se dit le particulier, il a plus de problèmes que le professionnel. Ce qui n'est pas du tout le cas. Hein. Ouais. Aujourd'hui, un homme sur 10 est daltonien, qu'il soit, qu'il soit acheteur final ou professionnel. Ouais. Hein. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Il n'est pas daltonien uniquement au travail. Voilà, il est pas que le week-end. Donc, c'est dommage, effectivement, qu'on s'attelle plus au B2C, mais la loi aujourd'hui fait qu'on va s'atteler plus sur cette partie-là. Mais dans les collectivités et les grandes entreprises, l'obligation d'accessibilité, elle est en interne et elle est en externe. Donc, du coup, ça veut dire que tous les collaborateurs doivent aussi avoir accès à des informations accessibles, un intranet, etc. Mais effectivement, une entreprise aujourd'hui, et j'ai souvent la question qui me dit non, mais moi, je m'adresse qu'à des pros. Est-ce qu'il a besoin que je lui propose d'avoir un site plus facile parce que finalement il a l'habitude? Est-ce que mon site a besoin d'être plus léger? Enfin, pas forcément. Dans la pratique, si. Pourquoi se dire je m'arrête que si je m'adresse au grand public? Ouais. Ok. On avait une question de Quentin qui disait, est-ce qu'on a des outils à conseiller pour auditer un site sur l'accessibilité? Alors à 100% non. Aujourd'hui, l'audit doit passer par l'humain parce que en fait, on va venir tester les pages du site comme un utilisateur qui peut avoir besoin d'un outil d'assistance, que ce soit un outil vocal qui va naviguer qu'au clavier. Et ça, aujourd'hui, on ne peut pas automatiser cette partie-là. Alors, je ne dis pas que l'IA nous y amènera pas, on ne peut pas dire ça, mais aujourd'hui, en tout cas, ce n'est pas le cas, d'autant plus qu'il y a beaucoup de critères, en fait, qui sont pas faciles à expliquer. En fait, il faut ressentir aujourd'hui une image porteuse de sens ou non. Ça va dépendre de la personne qui pose l'image. Une personne qui va pouvoir se dire que, je ne sais pas, si on voit une personne sur un vélo, sur un site de tourisme, on va se dire bon, c'est une image décorative. Si on est sur un site qui vend des vélos, probablement que cette image ne sera pas décorative. Et donc ça, c'est pas difficile, c'est pas facile de le faire en passant par des outils automatiques. Après, il existe des outils automatiques sur cette partie accessibilité, et on va aller couvrir 20 à 30% grand maximum, on est plutôt aux alentours de 20, des critères de l'accessibilité, et on va pouvoir automatiser de la vérification de contraste, de la vérification de titres, etc. Mais ce n'est pas forcément les critères les plus bloquants. Aujourd'hui,
sans spoiler peut-être, le critère qui est le plus bloquant sur tous les sites, c'est un formulaire. Un formulaire, à 90%, il n'est pas accessible. Et pour autant, on a l'impression que c'est facile de mettre un formulaire en ligne. Ouais. Et pareil, alors nous, on a souvent la question, mais c'est aussi, est-ce qu'il y a des outils qui permettent d'aider justement à cocher certains critères d'accessibilité qu'on puisse ajouter sur un site web? Aider, oui, après, de toute façon, il y a des outils très bien sur la partie contraste qui va permettre d'aller vérifier ce point, cette partie-là. Vous avez des outils très bien aussi. Alors là, je ne les ai pas en tête, mais pour vérifier que tout ce qui est titre, sous-titre, vos H1, H2, H3 soit bien. Et puis après, il y a des petits tests en fait hyper faciles à faire, c'est-à-dire que vérifier que votre site est navigable au clavier. Ouais. Prenons notre clavier et testons-le. Hein. Ouais. Et vous allez voir que c'est pas si facile que ça. Et sur l'éco-conception, est-ce que tu as des outils, toi, que tu recommandes? Alors, pour auditer, on a toujours EcoIndex ou WebCarbon, je sais plus. Visio Web4Green, c'est bien aussi. Ouais. Exactement. Non, mais toi, tu penses quoi de ces outils qui sont peut-être un peu plus connus grand public, et c'est quoi ta vision de ces outils-là? Alors, je trouve que c'est des très bons outils pour se positionner, pour se dire, OK, où est-ce que j'en suis dans ma réflexion? Est-ce que finalement, j'ai fait des trucs bien voilà. Je trouve que sur les EcoIndex, ça permet en fait, pareil, d'avoir ces premiers points de réflexion sur est-ce que j'ai mis trop de requêtes, est-ce que j'ai mis trop d'informations, et donc de pouvoir se positionner. Le point qui peut être un peu difficile à traiter avec EcoIndex, c'est qu'on va le traiter page par page. Donc souvent, on va regarder la page d'accueil et puis on va oublier les pages derrière. Et on ne va pas forcément prendre en compte l'impact réel du visitorat. Et donc, c'est un peu le point limitant, mais moi, je trouve que c'est déjà un très bon pas de se dire, OK, je veux atteindre un site C, parce qu'aujourd'hui, EcoIndex est très, très dur pour atteindre un A. Et comme Website Carbone va pouvoir vous donner aussi une première approche, mais bon, reste en français. Et puis, après, il y a des outils de mesure plus profonds, un peu comme Visio Web4Green, qui vont permettre de mesurer dans le temps en fonction du visitorat, et donc de pouvoir aussi suivre les améliorations du site, pour que derrière vous puissiez faire des bons choix. On en parlait tout à l'heure aussi, avoir un site qui fait 2000, 3000 pages, mais finalement il n'y a que 100 pages vues qui ont un impact. Est-ce que celles qui sont stockées, elles n'ont pas un intérêt d'être supprimées du serveur? Alors du coup, on va pouvoir se poser toutes les questions là aussi, et prise de recul sur ce point-là. Ouais. Donc, mais en tout cas, c'est toujours savoir se positionner qui est difficile, mais toujours dans l'objectif de mettre en place d'abord toutes les bonnes pratiques. Parce qu'on peut avoir un site qui a beaucoup de choses à dire, et il ne faut pas se flageller parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Par contre, si effectivement, dans tout ce qu'on a à dire, on met 15 vidéos, 4K, 25 photos Full HD, etc., là, oui, on peut se flageller de le faire, en tout cas, plutôt mal. Ouais. J'ai une question de Zaïd là, qui dit: qu'en est-il de l'outil Wave, je ne sais pas si tu connais, qui permet de voir les manquements en termes de l'accessibilité? Très bien. En fait, en termes d'audit, on va également s'en servir en partie. On ne prend pas tout. Attention avec Wave sur les faux négatifs ou les faux positifs. Mais en tout cas, c'est un bon outil pour se sensibiliser à l'accessibilité, pour voir quelles sont les premières erreurs. Mais en tout cas, vous allez là aussi couvrir, par rapport au RG2A en France et au WCAG, d'être que sur 30%, 25%, enfin même pas, je crois que Wave, il y avait eu des tests, je crois qu'ils sont aux alentours de 18% des critères du RG2A. Donc oui, parce que tant que vous n'êtes pas parfait avec Wave, ça veut dire que quand vous irez plus loin sur l'audit, ça ne sera pas parfait. Un peu comme le Lighthouse aujourd'hui, bon outil pour savoir si son site est accessible ou pas, mais vous aurez que 20% des critères qui seront couverts. Tant qu'on n'est pas à 100%, à la limite, ça ne sert à rien d'aller gratter au-delà. Et aujourd'hui, même l'État a créé un mini diagnostic pour le RG2A,
et qui préconise de dire tant que ces 25 premiers critères ne sont pas couverts, n'allez pas chercher plus loin à faire un audit plus profond parce que ça sera forcément pas accessible, quoi. Ouais, ok. Quand on préparait le webinaire, tu me parlais aussi du fait que, enfin, tu l'as peut-être pas dit exactement comme ça, mais c'est de dire, peu importe en fait l'outil qu'on va utiliser, l'idée c'est d'avoir un référentiel et de suivre ce référentiel et de suivre l'évolution dans le temps. C'est-à-dire que si je me base typiquement sur un éco-index, je vais avoir des améliorations, puis je vais suivre cette évolution avec éco-index et c'est déjà progresser finalement, que ça soit en termes d'éco-conception ou tout simplement d'accessibilité. Ouais. Le tout, c'est de garder aujourd'hui le consortium sur le mesure du poids des pages et pas encore validé à 100%, puis la façon de mesurer évolue au fur et à mesure de temps. Enfin, aujourd'hui, tout n'est pas très clair sur ce sujet-là, mais en tout cas, l'idéal, effectivement, c'est de se dire qu'une fois que j'ai choisi un outil, c'est de continuer à comparer les mêmes choses. On ne peut pas comparer des choux et des carottes, on le sait. Donc, à partir du moment où on a choisi son outil, on garde le même pour pouvoir se dire quelle est mon évolution en termes dans le temps. Et tout comme vous, autant j'aurais pas tout à fait le même discours sur la partie accessibilité, parce qu'en fait, vous pouvez là cumuler les résultats pour aller voir justement s'il y a des faux négatifs ou des faux positifs, aller chercher d'un côté sur un contraste checker mes contrastes, vérifier que Wave a bien dit la même chose. Du coup, on est tout de suite plus rassuré. Ok. Super Cyrielle. Écoute, on arrive à la fin de ce webinaire. J'ai pris les questions là, au fur et à mesure que je t'ai posées. Je te remercie beaucoup pour ton temps, pour toutes ces réponses à ces questions. Le replay sera disponible là dans quelques minutes sur LinkedIn, puis on le mettra aussi sur notre chaîne YouTube. Et puis je sais que Antoine, Chloé vont faire des petits découpages d'extraits vidéo pour publier ça sur LinkedIn par la suite. N'hésitez pas, évidemment, à ajouter Cyrielle sur LinkedIn, à la solliciter si vous avez des projets, à m'ajouter aussi sur LinkedIn si vous avez des projets d'activation digitale, que ce soit pour du site web ou que ce soit pour du SEO, du SEA, du dev. C'était très chouette d'échanger avec toi, Cyrielle. J'espère qu'on aura l'occasion de refaire un webinaire ensemble sur un sujet peut-être un peu plus en profondeur, sur une thématique un peu plus technique. Et puis évidemment, si vous avez besoin d'un audit pour votre site web, contactez Cyrielle puisqu'ils sont spécialisés aussi dans ce domaine avant de pouvoir vous accompagner sur d'autres sujets et d'autres déclinaisons. Merci Cyrielle. Merci à vous, à très bientôt sur le chemin de l'inclusion numérique avec Lizio et très bonne fin de semaine. Merci Cyrielle, très bonne journée à toi, à bientôt. Au revoir.